la dernière notion d'aujourd'hui, qui est les provisions pour risques et charges à un autre niveau. Alors, cette notion de cours est probabilité de DCG, enfin probabilité en U11, en U10, pardon, excusez-moi, en U9, la fatigue commence à se sentir, est plus faible. Mais on va la traiter, on va s'attarder un peu dessus. Je vous partage mon cours de suite. OK. Alors, place à la provision dans l'architecture comptable. Les provisions et l'image fidèle liées au code de commerce. Conformément à l'article L123-14 du code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat. Les provisions sont un outil fondamental de l'image fidèle car elles permettent d'anticiper les charges futures liées à des événements qui sont passés, d'éviter une surévaluation du résultat. Ça, évidemment, toute société, on essaie de minimiser les résultats pour payer un minimum d'impôts, en respectant la légalité des règles comptables, fiscales et de l'image fidèle, donc, et du code de commerce, de respecter le principe de prudence, principe cardinal de la comptabilité française. Alors, définition, jurisprudence comptable des provisions. Définition du passif d'après le plan comptable. Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité. Article 212.1. 312.1. Un passif est comptabilisé lorsque l'entité a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain que cette obligation provoqua une sortie de ressources sans contrepartie équivalente. Logique clé, la provision est un passif incertain, non une dette. Ça, c'est l'élément le plus important, c'est pas une dette, hein. D'accord? Parce que, exemple, je suis attaqué par un de mes salariés parce que j'ai pas respecté, a priori, d'après lui, certaines règles. Je l'aurais, d'après lui, dénigré. J'invente, hein, je suis pas comme ça. J'aurais fait ce qu'il veut, ce qu'il dit. Il m'attaque au prud'homme. Aujourd'hui, je ne dois rien, hein. Tant qu'il n'y a pas de jugement, je ne lui dois rien. Après, je peux faire appel. Donc, tant qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a aucune sortie réelle d'argent. Il n'y a pas de dette réelle. Il y a un soupçon probable, si jamais mon avocat me le dit ou si moi j'estime avoir commis des fautes et qu'il serait probable qu'une somme soit décaissée, il y a une probabilité, mais rien de certain. La nuance est là-dessus. Alors, définition spécifique pour une provision. Une provision pour risque et charge, pardon, est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. Trois incertitudes sont possibles. Un, sur le montant. Deux, sur l'échéance. Ou, évidemment, sur les deux. Ni le montant, ni l'échéance n'est connu. Conditions cumulatives de comptabilisation doctrine l'ANC. Une provision doit être comptabilisée uniquement si les trois conditions suivantes sont réunies. Donc, à examen, on peut vous demander de les citer. D'accord? La première, obligation actuelle née d'un événement passé. Ce n'est pas d'un événement futur. D'accord? Probabilité élevée de sortie de ressources et estimation fiable du montant. Si l'une des conditions fait défaut, pas de provision. Éventuellement, une information d'annexe, engagement hors bilan. C'est-à-dire que si la probabilité n'est pas élevée, je peux indiquer en annexe qu'il est possible que je perde une procédure. Si l'estimation n'est pas fiable, je dirais qu'il y a une procédure qui est à mon encontre, mais je suis dans l'impossibilité de mesurer le risque que j'encours, je le mettrai en annexe. Par la suite, dans les années suivantes, si un des éléments manquants arrive et que la dette n'est pas certaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de jugement, je me dois de faire une provision. Parce que maintenant, j'ai les trois conditions requises pour pouvoir faire la provision. Distinction entre provision, dette et charge. Obligation existante, d'une charge, oui. D'une dette, oui. Et d'une provision, oui. Montant certain. La charge, oui. La dette, oui. La provision, non. Échéance certaine, pour une charge, oui. Normalement. Normalement, oui. C'est celle qui apparaît dans ma facture. Dette, oui. C'est celle qui apparaît sur la facture. Et la provision, non.
parce qu'on ne connaît pas la dette. Conséquence comptable, la charge classe 6, la dette classe 4 et la provision compte 15, avec évidemment un compte 68, 15 en débit. Erreur éliminatoire DCG, provisionner une charge certaine et chiffrée. On va voir les différentes provisions qui peuvent tomber pour nous. Les provisions pour risque compte 151. Le premier risque qu'on connaît, c'est un litige. Fondement juridique, un litige constitue une obligation potentielle dès lors que le fait générateur est antérieur à la clôture. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu connaissance avant la date du 31 décembre de l'année. Une condamnation est probable, même si elle n'est pas certaine. Point juridique majeur, la date déterminante est l'événement à l'origine du litige, pas la date du jugement. Donc, exemple, élément très important. Je vais, comment ça s'appelle, licencier une personne. Je l'ai convoqué donc j'ai fait une convocation pour le 3 janvier 2026. J'envoie la convocation pour le 3 janvier 2026. Il est convoqué, je lui annonce peu après une convocation préalable, je lui annonce quelques temps plus tard son licenciement, en respectant les délais. Je ne peux pas provisionner le risque d'un prud'homme, même s'il m'a attaqué, parce que la naissance est la date à laquelle l'entretien préalable a eu lieu. L'entretien préalable a eu lieu en 2026. La charge du risque que j'encours ne peut naître, ouais, être qu'en 2026. Alors, on y va. Client, litige client. J'ai un dommage et intérêt estimé à 18 000 euros. Des frais d'avocat de 20 000 euros. Provision que je dois faire, je dois provisionner 20 000 euros. Je vais l'argumenter un peu plus. Un client me réclame 80 000 euros de dommages et intérêts. Mon avocat estime les dommages et intérêts à 18 000 euros. Frais d'avocat, 2 000. Je vais provisionner 20 000. Provision 20 000, car le vrai risque n'est pas les 80 000, mais les éléments évoqués par l'avocat. L'avocat peut se tromper, hein. Soit 18 000 euros auxquels on doit rajouter les 2 000 euros de frais estimés. J'ai pas la facture, donc je les ai estimés. Ça vous convient? OK. Respect du principe de prudence, du rattachement à l'exercice N. Je suis condamné à payer en N+1. Je paye. Alors, c'est probablement une amende qui est exceptionnelle. Alors, ça peut revêtir d'un autre caractère d'exploitation possible si j'ai pas payé mes salariés. Donc, ça peut remonter dans un compte 64 pour des manquements de salaire. Donc, à défaut d'avoir plus, je l'ai mis en exceptionnel. Et la provision devient sans objet. Conséquence sur mon résultat, je me suis trompé sur la provision. Donc j'ai 8 000, j'ai, pardon, 880 euros de
perte supplémentaire sur l'année N. On va passer sur un cas sur je vais passer sur Excel, on va passer sur un petit cas. Hop, je partage Excel. Alexia, j'ai à peine répondu à votre. Vous devez être fatigué, non, Alexia? Je pense avoir répondu et en plus, comme je disais à Michael, fut un temps, je faisais 365 jours par an de travail à raison de 8 années d'affilée sans prendre de vacances. Donc là, je suis en mode un peu roue libre. Je ne fais pas autant d'heures. Je travaillais 12 heures en cabinet ou en entreprise, ça dépend de la période. Et après, j'avais encore du travail le soir en allant travailler pour différentes personnes supplémentaires sur des conseils juridiques. Donc, franchement, je le bémol ici. Alors, on y va sur mon cas. La société Alpha. Vous allez le connaître par carte, la société Alpha, à force de travailler avec moi, vous communique les éléments suivants. Elle vous demande de comptabiliser les opérations que vous jugez utiles, nécessaires, en 2024 et 2025. Alors, sur un chantier, euh, affaire 1, sur un chantier, les clients sont mécontents. Suite à des retards et une malfaçon. Le 22 décembre 2024, virgule, il nous attaque en réclamant 200 000 euros. Notre avocat estime le risque à 100 000 euros. Courant 2025. Des pièces complémentaires sont arrivées. L'avocat estime le risque à 195 000 euros. 190 000 euros. Les frais d'avocat sont estimés en 2024 à 15 000 euros, à 5 000 euros. Et en 2026, et en 2024, et en 2025, à 35 000 euros. Ce dernier n'a toujours pas, ce dernier a établi, on s'amuse un peu, il a établi une facture de 12 000 euros. Tout est hors taxe, évidemment, au cas où. On va commencer par ce premier cas. Alors, la naissance de l'événement,
date de 2024. En 2024, on a un montant qui est connu de 100 000, avec une probabilité de sortie de 100 000. On n'a pas l'échéance, donc ça ne peut pas être une charge. On est obligé de le comptabiliser en provision. Nous sommes d'accord? Donc ici, l'estimation en 2024 est probable. L'échéance n'est pas connue et il existe un risque. On doit donc comptabiliser une provision pour risque. De quel montant d'après vous? Alors, mon avocat me dit 100 000. Bon, 100 000, le plus probable. Et à ceci, je vais rajouter les frais de procédure. J'aurai 5 000 en plus. Cette procédure va me coûter, devrait me coûter 105 000 euros. Ah, je vous rappelle, enfin, je vous dis, si jamais vous ne savez pas, quand un tiers m'attaque, je peux être condamné à lui verser la somme qu'il va attaquer, qu'il a réclamée, voire moins, rarement plus, mais je peux être également condamné aux dépens. Donc, et aux frais de mon avocat. Donc ici, je n'ai pas pris les dépenses, ça ne m'intéresse pas. Mais toutes les dépenses supplémentaires peuvent être provisionnées. Donc si je risque de perdre la procédure, il est fort à penser que les dépenses soient à ma charge, partiellement ou totalement. Je ne l'ai pas fait, hein. D'accord? J'ai jamais vu aucun sujet avec les dépenses en plus. Mais les dépenses, c'est les dépenses que la justice ne paye pas. C'est pas elle qui paye, c'est les tierces personnes qui payent les frais de justice. Soit, généralement, c'est celui qui perd la procédure. Normalement, quand c'est réclamé. Soit partiellement, soit totalement. Si je ne vais pas le faire, mais il y aurait les dépenses aussi. Je vous dis parce que ça aurait dû apparaître. Donc 31/12/2025, 2024. 68/15 à 1511. Provision pour provision pour risque. Alors, pour quel montant total? Pour les 100 000 et les 5 000, soit 105 000. Provision nécessaire en 2024. Je continue mon histoire. Je vais faire un petit journal parce que ça m'embête de voir ça comme ça. Hop. Alors, 31/12/2025. Qu'est-ce qui se passe au 31/12/2025? Est-ce que le risque a augmenté? Est-ce que le risque a diminué? D'après vous? Risque en 2025. Alors, j'ai pour la procédure, enfin, pour dû au client, probable au client, je leur dois maintenant 190 000 euros. À ceci, pour pour l'avocat, les frais sont de combien? Je dois lui donner, a priori, estimé à 35 000 euros.
Mais sur ces 35 000, je lui ai déjà donné 12 000. Moi, le risque à payer supplémentaire et la différence des deux. Ça vous convient? Parfait. Moi aussi. Donc ici, égale 35 moins 12. Total, j'ai un risque encouru de 213 000 euros. Provision constatée. Vous allez voir que ça ressemble un peu à ce qu'on a fait tout à l'heure. En 2024, j'avais constaté 105 000. Le nouveau risque est 213. 213, comme, ça ressemble à ce qu'on a fait au client, comme la provision nécessaire en 2025 est supérieure à la provision 2024. On doit donc constater une provision complémentaire de la différence, soit 213 000 moins 105 000 égale 108 000. Donc je vais passer mon écriture. 68 15 à 15 10. Oh. 68 15 à 15 11. Il me fait ça. 68 15, c'est mieux. À 15 11 pour. Oui. Alors, il ne s'applique pas, sauf pour les stocks. La non-compensation dans les stocks, la non-compensation dans les stocks, la compensation au niveau des stocks est interdite. Pour les clients, pour toute autre provision des éléments de l'actif ou du passif, on peut le faire. Il n'y a que pour les stocks, ça nous est interdit. C'est bon, Alexia? Vision nécessaire en 2025. Alors, vous auriez refait une reprise et constaté la nouvelle provision, on ne vous aurait pas compté faux pour autant. Mais c'est trop long. On peut compenser ici. Il n'y a que pour les stocks qu'on n'a pas le droit de compenser. Et des provisions reprises de nature différente. Je ne peux pas compenser la provision concernant, comment dirais-je, euh, je ne peux pas compenser une provision concernant des VNP et une reprise d'anciennes provisions concernant des valeurs mobilières de placement. Je ne peux pas compenser les deux. Je peux compenser des titres de même nature, mais des titres de même nature et le même titre, mais le reste, non, ça m'est complètement interdit. OK pour vous? OK. Reprenons un deuxième cas. Affaire numéro 2. Un fournisseur nous attaque car on aurait sali son image en évoquant que le produit est défectueux. La procédure a été lancée.
en mars 2025 concernant une affaire de 2024. Montant réclamé, 150 000 euros. Notre avocat estime que nous avons 90% de probabilité de gagner la procédure et donc de ne rien verser. Qu'est-ce que vous dites ici? On doit comptabiliser quelque chose en 2024, on doit comptabiliser en 2025, on ne doit rien comptabiliser. Et pourquoi? Déjà, est-ce que ça concerne 2024 ou 2025? Tout à fait. 2024, car c'est une affaire de 2024. C'est une affaire de 2024. Déjà, on va commencer par ça. C'est une affaire de 2024. Est-ce qu'on a, nous, connaissance de cette affaire en 2024? Est-ce qu'on a, nous, connaissance de l'affaire en 2024? Non, on n'a pas connaissance. Après, s'il y a un soupçon qui dit il s'avère qu'il est probable qu'il nous attaque, etc., et qu'on a vous appelle, la procédure qui arrive en 2025, on pourrait le faire. Donc ici, pour commencer, la procédure concerne 2024, mais entamée en 2025. Si aucun doute existe sur la possibilité qu'une procédure soit faite, alors aucune provision ne doit être constatée et éventuellement en 2024. Concernant la procédure en elle-même, notre avocat nous indique qu'il est fort probable que nous gagnons la procédure et qu'aucune somme ne sera versée. Alors, écriture ou pas écriture comptable? Pour provision, pour risque? Non, il n'y a donc pas de risque. Il n'y a donc pas de risque de sortie sans aucune contrepartie. Oui, ah, ils n'ont pas toujours raison, mais dans le principe, oui. Sinon, on est mal barré, hein. Sans contrepartie, alors aucune provision doit être constatée. Selon le principe de prudence. Une information d'annexe peut être portée
pour informer les tiers. Aucune obligation, mais je peux le faire. Maintenant, j'indique ceci. Notre avocat nous signale qu'on peut obtenir des dommages et intérêts. Il nous attaque, il nous salit notre image, il nous attaque des dommages et intérêts. D'après son calcul, du 1er octobre 2025, il estime à 95% probable que nous, que nous, que nous, que nous recevrons 190 000 euros. Alors, doit-on comptabiliser les 190 000 et quelle année? Et sur quelle année? Je vous écoute. Doit-on d'une part comptabiliser 190 000? Oui ou non? Ici, oui. En quelle année? En 2023? En 2024? En 2025? Je vous écoute. Alors, premier à parler, Lily 2025. Pourquoi Lily? Prenez la parole, Lily, si vous pouvez parler au micro. Sinon, répondez autrement. Pourquoi 2025, vous dites Lily? Ok. Pourquoi vous pensez 2025, Lily? Ok. Et les autres? Ceux qui répondent pas? Ceux qui répondent pas, vous pensez comme Lily ou pas? Bon, monsieur, Oui, je vous écoute. franchement, je ne sais pas parce que c'est un problème qui est lié à l'exercice passé. Oui, continuez. Là, je pense qu'on va le constater en 2025. Toutefois, euh, en faisant pas dans la NES. On le comptabilise en 2025 et on en marque en Ouais, annexe. C'est ça ce que vous dites? ouais, ouais. Eh bien, tout faux. Principe de prudence. On ne comptabilise jamais les gains latents tant qu'ils ne sont pas arrivés. C'est pas un risque, c'est un gain. Ah, ok. Je vous donne une perche bidon et vous la prenez. Prenez le temps de réfléchir. Monsieur Martinez est méchant. Il vous tend des pièges. Réfléchissez un instant. C'est un gain latent. On ne comptabilise jamais les gains latents. Le seul gain latent qu'on comptabilise, on le voit en UE10 par ailleurs. Donc ici, aucune écriture comptable. Merci, Julien. Après tout le monde. Julien, la gars est terminé. Aucune écriture comptable, car selon le principe de prudence, on ne peut jamais comptabiliser les gains latents. Information en annexe. Sur un gain probable, euh, même ça, on n'a pas le droit de le faire normalement. On n'a pas le droit de le faire. Je peux simplement indiquer qu'il y a une procédure et qu'on n'encourt rien. Ça, je peux le faire. Demander, estimer, ça, je peux le faire. Le gain latent, même pas en annexe, je ne peux pas le faire. D'accord? L'annexe, c'est pour informer les tiers personnes de la façon dont j'ai comptabilisé et dont le risque existe, ou celui qui pourrait exister. Alors, ici, il n'y a pas de document. Ah, vous verrez que un peu plus tard,
quand on est sur des... Enfin, c'est même pas dans votre matière sur NU10. Il y a ce qu'on appelle les engagements. Les engagements, c'est, il y a des informations qu'on met en annexe, même pour ceux, même pour un gain probable, on est obligé de le faire, mais pas là-dessus. On n'est pas sur des engagements ici. OK pour vous là-dessus, sur ce cas-là. OK, on y va. Affaire 3. Alors, suite à un contrôle fiscal concernant les années 2022, 2023, 2024. La procédure a commencé. Il faut être réaliste. En juillet 2024, il faut que des comptes soient publiés. En juillet 2025. Le 31 octobre 2025. Un redressement nous est... Non, 31 décembre, non. C'est trop tôt. Le 2 février 2025, 2026. Un redressement nous est envoyé pour un montant de 350 000 euros. Notre expert comptable conteste, heureusement pour lui, hein, cette somme et évoque une somme maximum de 90 000 euros. Le 3 mars 2026. Après des échanges avec l'administration fiscale, il ramène la somme, il porte la somme à 260 000 euros, 280 000 euros le 2 juin 2026. Alors, doit-on faire une provision? Oui, quelle année et combien? Provision, oui ou non? C'est une perte probable. Est-ce qu'il y a une provision à constater, Lily, d'après vous? Il n'y a pas d'échéance, hein. On l'a contesté, il n'y a pas d'échéance pour l'instant. Est-ce qu'on doit provisionner la perte probable? Oui, on doit la provisionner. Oui, car une perte probable. La somme a été contestée. Sinon contestation, on doit comptabiliser le redressement
et par la suite le paiement. Après, on a une échéance. Si je ne conteste pas, j'ai une dette que je dois comptabiliser parce que la somme est connue, aucune contestation, et j'ai une échéance connue qui est dans X jours, dans un mois ou deux. Alors, deux cas de figure, Lydie. Soit je conteste pas, et dans ce cas-là, c'est une dette, et je comptabilise la dette, il n'y a pas de provision, c'est une dette. Si je conteste, et il vaut mieux contester, on joue un peu la montre. Si je conteste, dans ce cas-là, je vais provisionner le risque que j'encours, si j'ai un encours. Si il s'avère que mon expert comptable me dit, il y a une erreur, j'ai oublié de transmettre cette pièce, il y a une erreur, vous inquiétez pas. Après, il y a des garanties que je peux me retourner contre eux. Moi, mon risque doit être diminué pour autant. Moi, ici, on me dit, la perte de 300, enfin, la dette de 350 000 ne sera jamais payée. Vous n'aurez jamais 350 000 euros à payer. C'est sûr et certain. Il me dit, le 3 mars, je pense que tu paieras 90 000 euros. Après différents échanges, ou après m'avoir fait rêver, il me dit, le 2 juin, tu risques de perdre maintenant 280 000 euros, je suis sûr, mais pas 350. Moi, je vais perdre, c'est sûr et certain. Il y a un risque qui est là. Je dois provisionner 350 000, ce que dit l'administration fiscale, 90 000, ce que me dit mon avocat, mon expert comptable le 3 mars, ou 280 000, son avis rectifié le 2 juin 2026, et je vais encore plus loin. L'écriture comptable concerne 2022, concerne 2023, concerne 2024 ou concerne 2025. Donc moi, je dois faire un risque, concerne 2025, tout à fait. Et c'est un événement antérieur, parce que c'est un problème de déclaration ou tout ce qu'on veut concernant 2022, 2023 et 2024. C'est un élément antérieur, donc ça concerne bien 2025, je peux comptabiliser en 2025. Quel montant je dois comptabiliser? D'après vous? Il y a trois montants. Prenez les risques. Il y a comprenant les risques, on comprend un peu mieux. Pourquoi 280 000, Lily? Au moins, vous avez le- le- l'audace et la volonté de comprendre et de mettre un montant. Pourquoi 280 000, Lily? Provision pour impôt, c'est 15,23. Alors, alors, risque encouru. Ah, pourquoi 90 000 et pourquoi pas 280 000? Moi, je clôture mes comptes au 31 décembre. L'arrêté définitif des comptes doit intervenir avant le 1er mai 2026. Au 1er mai 2026, je n'ai pas connaissance du 2 juin 2026. Mes comptes sont arrêtés au 1er mai. Allez, on a même la possibilité d'avoir 15 jours de plus, 15 mai. Au plus tard, au 15 mai 2026, mes comptes doivent être entièrement clôturés. Au 15 mai 2026, je n'avais pas connaissance de ceci. Et donc, je suis obligé de m'arrêter aux 90 000. C'est méchant ce que j'ai fait, mais bon. C'est pour que vous vous réveillez après X heures de cours. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre 2025 avec dépôt au plus tard le 2 mai 2026. On peut avoir 15 jours de plus, 15 mai. À cette date,
Seulement les 90 000 euros estimés par l'expert comptable sont connus. Il va donc, pas nous l'expert comptable, il va donc provisionner le risque qu'il a calculé. Donc ici, 90 000. Provision pour impôt. Ou 15, 11, provision pour litige. Les deux sont valables. Si la procédure n'est pas terminée en 2026, que doit-on faire au 31 décembre? Si la procédure n'est pas terminée au 31 décembre 2026, ce que je dois faire? Donc, ça veut dire que je suis encore en négociation avec avec l'administration fiscale, ou je suis en litige, tout ce que vous voulez. Que dois-je faire au 31 décembre 2026? Si, Lily, au 31 décembre 2026, j'ai connaissance que le litige auquel je risque de perdre n'est pas 80 000 euros, 90 000, mais 280. Je dois réévaluer mon litige. Là, je le sais, parce que l'expert comptable a rectifié son tir le 2 juin. Sommes d'accord, Lily et les autres? Je sais que c'est fatigant à la fin de journée. Ok, je vais décaler. Comme l'expert comptable a modifié le montant estimé du paiement. Le montant estimé du paiement. Oui, il n'y a pas d'être désolé. Du paiement passant de 90 000 à 280 000 euros. Après l'arrêté des comptes et la publication. En 2026, le risque connu est de 190 000 euros, 280 000 euros. On doit donc provisionner 100, 290 000 euros moins les 90 égale 190 000 euros. Et donc, l'écriture qu'on va passer, on va modifier, on va partir à 100, on va rajouter 190 000 euros. Je suis là pour ça, Lily, hein. Si vous ne posez pas de questions, je ne peux pas savoir qui comprend et qui ne comprend pas. Je suis payé pour ça, Lily, pour vous faire comprendre tous. Et si vous comprenez, moi je suis heureux. Et si je suis heureux, Michael est encore plus heureux. OK pour vous? OK. On a déjà vu d'autres provisions. On va arriver ici, c'est le risque ou litige.
On a aussi le risque et le risque pour les créances ou dettes en, en monnaie étrangère. Rappelez, on avait, sur le cours des monnaies étrangères, on avait utilisé des écarts de conversion, on avait tout ceci. Et lorsqu'il y a un risque qui est encouru, je me dois de comptabiliser le risque sur les pertes ou les créances en monnaie étrangère. On va également arriver sur ce cours-là, de nouveau. Alors, la société Alpha, très connue, vous communique les éléments suivants. Alors, client A, est-ce que je tiens, il fait le B ou pas? Non. Client B, fournisseur C, fournisseur D, et ça me suffira largement pour faire ceci. Alors, montant en devise. 15 000, 20 000, 50 000 et 40 000. C'est le montant en devise, hein. Nous sommes d'accord? Taux de conversion en euros. Donc, par combien on multiplie pour avoir des euros? 0,8, 0,75, 1,2 et 0,6. Taux de conversion en euros au 31 décembre 2025. Ici, je vais mettre 0,65, 0,90, 1,1 et 0,90. Alors, on doit, nous, ramener chaque dette à la valeur au bilan et chaque créance pareil. Vraiment, ça doit vous rappeler quelque chose. Alors, montant en euros lors de la facture. Montant en euros au 31 décembre 2025. Pour chacun des deux, je vais faire le montant de la créance ou de la dette multiplié par le taux. Ici, 15 000 fois 0,8. 12 000 euros. Et je continue. Au 31 décembre 25, 15 000 fois 0,65, 9 000, et je continue. Maintenant, on va voir si c'est un gain ou une perte. Et on va voir ce qu'on fait. Alors, écart de conversion, actif,
et passif. Alors, quand c'est un écart de conversion actif, c'est une perte. Quand c'est un écart de conversion actif, vous avez compris, c'est un gain. Et ici, je marque provision nécessaire. OK. Alors, concernant mon client, il me devait 12 000. Il va me payer en tenant compte du taux de conversion au 31 décembre. Il me doit 9 750. Dans cette opération, j'ai gagné ou je perds? C'est une perte. Il va me payer moins que ce qui était prévu. Ici, 12 000 moins 9 750. Je perds théoriquement 2 250 euros. Le deuxième client, il me devait 15 000 et j'aurais un paiement, théoriquement, s'il intervenait aujourd'hui, de 18 000 euros. Un gain ou une perte? C'est un gain. On continue. Le suivant, mon fournisseur, je lui devais théoriquement 60 000 euros. Aujourd'hui, je lui dois 55 000 euros. J'ai gagné ou j'ai perdu? C'est un gain. D'accord? Je fais toujours le plus grand moins le plus petit, hein. Pour continuer, le dernier fournisseur, je lui devais 24 000. Je dois aujourd'hui 36 000. J'ai perdu. Enfin, je risque de perdre. Je n'ai pas encore perdu. Total, total. Les écarts de conversion actifs, c'est le compte 486. Les écarts de conversion passif, c'est le compte 487. Admettons qu'on ait un doute, 6 débits, 7 crédits, c'est pour ça qu'on est actif et passif. Provision nécessaire, oui, parce que j'ai une perte. Non, parce que j'ai un gain. Oui, non, parce que j'ai un gain. Et oui, parce que j'ai une perte. Le compte provision nécessaire, le compte provision pour perte, et perte de change, c'est le compte le plus simple du monde. C'est le compte Marignan, 1515. 476 et 477, vous avez raison, Alexia. 476 et 477. Le dernier, c'est pas un gain. Non, je devais payer 24 000 à mon fournisseur. En réalité, je vais le payer 36 000. Donc, je vais le payer plus que prévu. C'est une perte d'argent pour moi, Rémi. Ça va, Rémi? Tu es d'accord avec moi? OK. On va passer nos écritures comptables. Alors, déjà, on va régulariser tous mes comptes de tiers, à la hausse ou à la baisse. Ici, non compensation possible encore. Donc, première écriture comptable au 31 décembre de l'année. Alors que vous commenciez par les écarts de conversion actifs ou passifs, ça ne change pas la vie de personne. Allez, 476, écart de conversion actif. Pour le montant total de la conversion, 124, 14 250. J'ai un client, 411.
Client, il va moins me payer, donc c'est normal que je mette un compte client au crédit pour baisser la créance. Mon fournisseur, j'augmente ma dette, donc c'est normal que mon compte fournisseur aille au crédit. Oh, donc fournisseur, et ça concerne D, pour un montant de 12 000. Écart de conversion nécessaire en 2025. À la même date, je vais comptabiliser mes écarts de conversion passifs. Donc, ça concerne, pour commencer, le client. Le client B. Client B, il va me devoir plus que prévu, c'est un gain. Il devait me payer 15 000, il va me payer probablement 18 000 en date d'aujourd'hui. J'ai une erreur ici dans mon tableau. C'est passé 18 000 moins 15 000. C'est que 3 000. Je porte à la nouvelle créance qui m'est connue. 3 000. Mon fournisseur C, 401. Fournisseur C, pour le montant de la baisse de ma dette, de l'augmentation de ma dette, pardon, non, la baisse de ma dette, qui passe de 60 000 à 55 000. Et ici, écart de conversion passif pour 8 000. Je comptabilise mon risque encouru, écart de conversion passif nécessaire en 2025. Et là, maintenant, je vais comptabiliser mon risque encouru. 31 décembre 2025. Donc 68,15 à 1515. Provision pour perte de change. C'est une provision parce que il y a une probabilité de sortie d'argent, donc j'ai une perte supplémentaire, mais elle n'est pas certaine parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la date de décaissement futur. Quel sera le taux futur? J'ai qu'un risque aujourd'hui. Pour combien? 8 000 euros. 14 250 euros, pardon. Provision, provision, perte de change nécessaire en 2025. Et voilà, je dois comptabiliser sur ce cas-là. OK pour vous? Oui, OK. On revient sur le cours, on va continuer le cours et après on reviendra à des cas encore supplémentaires. Il nous reste encore un peu de cours à voir. Alors, de notre programme, mais pas toutes les provisions ne concernent pas le programme de DCG UE9. Hein. Provision pour garantie donnée à un client. Alors, les garanties constituent une obligation implicite envers les clients nés au moment de la vente, même si la défaillance est incertaine. Interdiction absolue, prudence, provisionner des ventes futures et provisionner une espérance de bénéfice. Exemple, j'ai un chiffre d'affaires de 467 500 euros.
le taux de défaillance estimé. Alors, comment on estime un taux de défaillance? On estime le taux de défaillance par rapport aux années précédentes. C'est comme en contrôle de gestion, lorsqu'on fait des probabilités ou comme on estime quelque chose, il s'avère que au cours des dernières années, le taux de défaillance était à 3%. J'ai partagé le bon document ou pas? J'ai partagé Excel, Word ou Excel? Ok, ok. Donc, le taux était à 3%. Merci, Lily. Et donc, je suis en moyenne 3%. Provision nécessaire, je prends 3% de 467 500. L'an dernier, j'avais provisionné 13 200. On a une différence de 825 euros. Donc, je provisionne le complément pour 825 euros. Bon pour vous? Ok. Il m'embête mon ordi. Alors, on va passer sur Excel pour un cas encore concernant les provisions données à des clients. Provision. Je partage ma feuille dans 2 secondes. Données, clients. OK. Je partage le bon document, évidemment. Partage. OK. Alors, la société Alpha donne une garantie de bonne fin à ses clients. Jusqu'en, jusqu'en, jusqu'à fin 2024. Le taux était de 9,5%. Le chiffre d'affaires 2024. 2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires 2025. 6 250 000 euros. Au regard des procédures et des garanties versées en 2025 sur les contrats 2024, l'expert comptable a calculé, a calculé un taux le 12 mars 2026 de 11,5%. Premièrement, déterminer et comptabiliser la provision 2024, puis la provision ou la reprise 2025. Alors, pour 2024,
le calcul va être de comment? En 2024, on va donc faire le montant de mon chiffre d'affaires 2024 fois le montant de mon chiffre d'affaires 2024. Sont d'accord? Provision 2024. J'ai une provision pour risque parce que j'ai un risque. Le montant est calculé de façon relativement fiable, mais je ne sais pas à quel moment je vais payer. Provision 2024, c'est donc 2 250 000, 2 millions d'euros, pardon, fois 9,5%, qui va donner lieu à l'écriture suivante. Pour un montant de 190 000 euros. L'écriture est la suivante. Au 31/12/2024, j'ai un risque 68,15, provision pour risque, et c'est un risque lié à une garantie que je donne à des tiers 15/12. Pour quel montant? Pour le montant que je viens de calculer, 190 000 euros. Provision pour risque sur garantie 2024. 31/12/2025. Alors, que sait-on pour 31/12/2025? Alors, déjà, je vais calculer ça sur le chiffre d'affaires 2025 et non pas 2024. La question qu'on se pose, est-ce qu'on doit calculer sur 11,5 ou est-ce qu'on doit calculer sur 9,5? Est-ce que 9,5 est le nouveau taux? Est-ce que 11,5 est le nouveau taux? Est-ce que 11,5 est un taux qui est calculé sur le passé? Et est-ce qu'il est connu avant la publication des comptes au 1er juin, au 1er mai, pardon, au 2 mai plutôt? Est-ce qu'il est connu avant le 2 mai? Oui, il est connu le 12 mars. Comme il est connu le 12 mars sur des comptes de 2025, voire avant, je peux utiliser ce date de taux qui est actualisé. Le taux du risque. Le taux de risque qui est connu le 12 mars 2026, soit avant la date de publication des comptes. Concerne les informations de 2025. Il correspond donc au taux que l'on doit utiliser. On va donc faire ici, nouveau chiffre d'affaires 6 200 provisions nécessaires. Vous avez donc 6 250 000 euros fois mon taux de 11,5%. Si je fais mon calcul, 6 250 000 fois 11,5%, j'ai besoin de 718 000 euros de provision. Provision constatée
en 2024, $190 000. Comme la provision 2025 est supérieure à 2024, on comptabilise une provision pour risque pour le complément. Soit 718 000 moins 190 000, 568 000. Donc, je vais faire. J'ai mis 69,15. J'ai déjà fait la même erreur tout à l'heure. C'est 68,15. 68,15 à 15,12. Ici, provision nécessaire. 2025. Pour mes fameux 528 000. Ça vous va? OK. Changement de valeur. OK. On va faire copier tout ceci rapidement en dessous. Pied. Coller. Je reprends tout pour que ce soit rapide dans mes calculs. OK. Alors, on va tout changer. J'ai un chiffre d'affaires ici de 7,8 millions. On a une provision de 10%. Mon chiffre d'affaires passe à 8 millions 200 000. Et le risque, il passe à 8,5%. Alors, je refais mes petits. Alors, je dois faire ici, provision nécessaire pour... Je vais donc faire... Je vais commencer par ici. Ici, ça va être 7,8 millions fois 10%. Donc, il fait 780 000 que j'ai comptabilisé au-dessus. Je dois provisionner 8,2 millions fois le nouveau taux qui est de 8,5%. La provision 2024, 7,8 millions. Comme la provision 2024 est inférieure Oula. Comme la provision 2025 est inférieure à la provision 2024, on comptabilise donc une reprise pour risque pour la différence. Vous êtes d'accord ou pas? OK. Donc ici, je fais 780 000 moins 697 000, qui fait 83 000. Comme c'est une reprise, au débit, je vais diminuer le risque que j'ai, 15, 12, par le crédit de 78, 15. L'erreur qu'on voit à l'examen, je vous l'ai déjà dit déjà une fois, c'est que les étudiants mettent 68,15 au débit comme 68,15 au crédit. C'est une erreur fatale. Reprise sur provision au risque sur garantie. Garantie 2025.
OK. Pas de questions dessus? OK. On rebascule sur le cours. Provision pour amendes et pénalités. Alors, même si certaines amendes sont non déductibles fiscalement, vous verrez ceci en UE4 l'année prochaine, ce qu'il passe cette année, elles doivent être comptabilisées si l'infraction est caractérisée et si l'action sanction est probable. Comptabilité est différente de la fiscalité. Provision pour perte de change, on l'a déjà vu. On va faire un petit cas dessus ici. Alors, on va aller sur Excel, on va faire un cas sur ce cas-là. On va faire le cas de la provision pour amende. Hop, il faut que je partage la bonne feuille. Alors, la société Alpha vous communique les éléments suivants. Alors, suite à un contrôle suite à un contrôle d'URSSAF. Sur un chantier, l'URSSAF a constaté que certains salariés ne portaient pas de casque. Amende, 300 000 euros. On va mettre 200 000, j'ai mis 200 000. On n'a pas remis en arrière sur un simple chiffre. Certains salariés ne portaient pas de badge. Pénalité, 80 000 euros. Pour les salariés sans badge, les DUE n'ont pas été établis. Ou amende, 3 000 euros. Certaines DUE ont été établies tardivement. Pénalité, 9 000 euros. Total, le contrôle a eu lieu le 15 décembre
2025 et le retour de l'URSSAF est intervenu, est arrivé le 12 mars 2026. L'expert comptable et l'avocat estiment que, euh, que les amendes et pénalités devraient être limitées à 180 000 euros. Doit-on comptabiliser une provision au 31 décembre 2025? Si oui, de combien? Je vous écoute. Alors, l'événement est de 2025. On risque une sortie d'argent sans contrepartie. Oui, non. Le montant, oui, le montant probable de décaissement est de 180 000 euros, d'après l'expert comptable et l'avocat. On doit donc provisionner le risque, provision, le risque en décembre 2025. Hop, je prends une indicateur comptable ici pour ne pas refaire un journal. Copier, coller. OK. Alors, 68, 15 à 15, 12. 68, 15 à 15, 12. Hop, provision nécessaire, amende et pénalité. 2025. Le montant, comme l'a dit certains, 180 000 euros. Alors, est-ce que j'ai besoin de mettre une information en annexe? Il n'est pas interdit de dire en annexe que la procédure est et que la demande est de 292 000. C'est pas gênant. Je peux le mettre, je peux informer les tiers, dont les tiers associés qui ne voient pas ce qui se passe. Je peux le faire. Parce que nous, on a estimé, enfin nous, l'expert comptable et l'avocat a estimé à 180 000 euros, mais le risque maxi encouru
est de 292 000 euros. Comme à chaque fois où on estime un montant inférieur à ce qui nous est demandé, on peut mettre en annexe l'information. Je ne le dis pas à chaque fois, mais je vais quand même le mettre ici. Il nous est possible. Il, il est possible. Pour informer les tiers associés, les tiers et les associés, d'indiquer en annexe le montant total réclamé par l'URSSAF, soit 292 000 euros. OK pour vous? OK. On revient sur la suite du cours. La suite du cours, le prochain, on l'a déjà vu, c'était pour les provisions pour perte de change. Oula, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il me dit que ma fenêtre est fermée. Elle ne peut pas être fermée. Ça, je peux la fermer. Je vais la fermer. Arrêter le partage. Je vais essayer de retourner sur le Word qui me dit qu'il est fermé. Alors, je vois pourquoi il serait fermé. OK. OK. Ma fenêtre est bien partagée. OK. Il semble être capricieux pour rien. On continue. Ne cédons pas à ses caprices. Provision pour litige. Pour perte de change, on l'a vu. On va reprendre mon cas rapide. Alors, perte latente, provision obligatoire, gain latent, jamais comptabilisé, principe de prudence. On a une dette initiale de 32 000. Elle est évaluée à la date d'inventaire 32 400. Donc j'ai une perte latente supplémentaire, j'ai une perte avant latente de 400 euros. Je dois premièrement réactualiser ma dette fournisseur avec un écart de conversion actif. 476, on peut mettre le chiffre 2 pour augmentation de la dette. En contrepartie, 401 fournisseurs pour 400 euros. Et je dois provisionner le risque que j'encours 68,65 dotation en provision financière à 1515 pour 400 euros. Gain latent. Ici, gain latent, aucune provision, pardon, simplement ajustement de la dette. Phrase typique du DCG, les gains latents ne sont pas comptabilisés conformément au principe de prudence. Provision pour charge. On va avoir un petit cas, les petits cas qui existent. Les provisions pour pensions et engagements assimilés, on va voir ça après. Restructuration, plan formalisé plus annonce au tiers, impôt à régulariser. C'est ce que j'ai fait déjà avec vous. Il me reste deux autres à voir rapidement. Alors, comparaison structurante. Alors, on l'a déjà fait. Notion, objet, finalité, actif, répartition, dépréciation, perte de valeur. Une provision, c'est un risque ou une charge. Réversibilité pour l'amortissement, non. Pour une dépréciation, oui. Pour une provision, oui. Principe dominant, rattachement de la charge pour l'amortissement, prudence dans les deux autres cas. Je vais faire maintenant ici une provision qu'on n'a pas encore évoquée, qu'on n'a pas vue. Donc nous, on a vu toutes celles qui étaient évoquées au-dessus. On a vu également la provision pour impôt. Il me reste la provision à voir avec vous pour... Alors, je peux faire restructuration, mais c'est du DCG vieux 10. Je vais provision pour engagement de retraite et assimilé. Je vais revenir sur ma feuille Excel tout de suite.
Alors, j'ai pas partagé ma feuille Excel. Partagé. Provision pour engagement. OK. Alors, l'ASA Alpha. Non, Alpha, la société Alpha. Pourquoi l'ASA? On communique des éléments suivants. Elle donne à ses salariés une retraite complémentaire. Pas une retraite. Une indemnité complémentaire au moment du départ à la retraite. De 2% du salaire perçu depuis son arrivée à la société. Alors, ici, je ne sais même pas quand je vais payer. L'échéance ne peut pas être connue. Car le salarié peut partir à l'âge légal, à la retraite, ou plus tard. Le montant du salaire qu'il percevra au cours de sa présence ne peut pas être connu de façon très fiable. Mais estimable. Il y a aussi un risque, il existe un risque, il existe un risque de départ anticipé. Alors, quel que soit le départ, hein, il décède, il est viré, il veut voir ailleurs, il déménage, tout est possible. Le montant de la provision doit tenir compte de tous les aléas possibles. La société peut mettre la valeur en annexe ou la comptabiliser. Au 31 décembre 2024, 2023, le montant estimé des engagements de retraite est de 880 000 euros,
comptabilisés par l'entreprise. On n'a pas le choix de le comptabiliser, hein. Il y a un engagement, il y a un écrit. La seule chose qui ne nous permet pas de comptabiliser la dette, c'est qu'on n'a pas la date effective. On ne sait pas quand on va décaisser, donc ce n'est pas une dette. La dette n'est pas encore apparue. Elle apparaîtra partiellement quand les personnes partiront à la retraite. Au 31 décembre 2024, le montant de l'engagement de retraite estimé est de 1 250 000 euros. Le rendement de retraite, 1 080 000 euros. On vous demande de comptabiliser les écritures 2024 et 2025. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'en 2023, tout a été comptabilisé correctement. Ça m'évite de revenir dessus et de comptabiliser 2023. Alors, l'écriture en 2024. Comme l'engagement de retraite 2024 est supérieur à l'engagement comptabilisé en 2023, on doit donc provisionner un risque supplémentaire. Alors, pour la différence, je prends une écriture comptable ici, toujours la même. Hop, je vais prendre celle-ci, copier, ici, donner, coller. 15,22 ici. Provision pour engagement de retraite. Pour quel montant? Ben, la différence des deux, entre 1 250 000 moins ce qu'on avait fait, 880 000 euros. Je vais provisionner un risque supplémentaire de 370 000 euros. Tout le monde est d'accord? OK. Pour 2025, comme l'engagement de retraite 2025 est inférieur à l'engagement de retraite, je passe à 1,80 million de retraite en 2024. On doit donc faire une reprise pour les différences des deux, qui donne ici 1 250 000 moins 1,80 million, la partie que je reprends pour porter 1 250 000 à 1,80 million. 170 000, et c'est le compte 15,22. Libellé, reprise sur provision,
pour engagement de retraite. OK. Simplement, pour vous, en rouge, ici, je rajoute un dernier élément. L'entreprise doit automatiquement mentionner en annexe. Automatiquement mentionner en annexe le mode de calcul pour déterminer le montant de l'engagement de retraite. Retraite. Ce calcul doit au minimum tenir compte des variables suivantes. Il y a des outils qui font très bien ça. Salaire actuel, nombre d'années d'ancienneté, l'espérance de vie, le nombre d'années avant la retraite, avant l'âge légal, le taux de turnover dans la société, le taux d'évolution des salaires dans la société. OK, voilà sur cette partie-là. J'ai une petite faute d'orthographe. Il y en a avoir d'autres, mais j'en ai vu une ici. Voilà concernant les provisions. Cette partie, sincèrement, peu probable que ça tombe. Si ça tombe, c'est une écriture comptable. Une parmi toutes celles que j'ai citées. Et la plus importante de toutes celles que j'ai citées, c'est les provisions pour perte de change. Donc les écarts celles liées aux écarts de conversion actifs, c'est la plus importante. Les opérations libellées en monnaie étrangère. Et après, éventuellement, une provision pour risque quelconque. Mais la plus importante de toutes, c'est celle des opérations libellées en monnaie étrangère.